Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Vincent Azéma. Alors vous voyez, Vincent Azéma, qu'on appelait aussi LB Louis, alors certaines d'entre vous l'ont connu, comme administré, puis d'autres comme famille, membres de leur famille. Donc on va voir cet homme, vous voyez, 1879-1961, donc c'est quand même quelqu'un qui a vécu relativement longtemps, il a vécu 82 ans. Et donc c'est un républicain qui va être au service de son village et de son pays en même temps. Alors ça, on va le voir. Si M. Harold veut bien se donner la peine d'entrer. Comment allez-vous? Alors, donc on va commencer... Vas-y. Alors en fait, si je vous parle de Vincent Azéma, c'est grâce à la maison de retraite. Donc je vois que Madame la directrice est venue, ainsi que la responsable, sécurité, référente, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc merci Mesdames d'être venues. Donc en fait, j'ai été contactée par la... Et en effet, il y a quelques pensionnaires aussi qui sont venus. Donc j'ai été contactée par la maison de retraite parce qu'ils voulaient faire les 30 ans de la maison de retraite Vincent Azéma. Donc vous savez, c'est la maison de retraite qu'on a entre le stade et le cimetière. Et donc c'est vrai que quand j'ai eu ce coup de fil, Vincent Azéma, ça ne me disait pas grand-chose. Alors je savais comme Banoulin que c'était un des anciens maires, mais je ne savais pas plus. Donc j'avais répondu à Madame la directrice, je vais aller voir ce qu'on a dans les archives, et puis si j'ai quelque chose, je reviendrai vers vous. Et donc en effet, j'ai trouvé des choses. Alors, attendez, je prends juste, pardon, je vous l'emprunte, merci. Donc vous voyez, on a pu tirer ce petit livret documentaire. Alors moi je l'ai en petit, je leur ai donné en plus grand. Hein, vous voyez, à l'intérieur, donc on a tous les documents qui m'ont permis de retracer la vie de Vincent Azéma. Vous voyez, alors il doit y en avoir d'autres, et je pense que ce livret documentaire va être amené à s'étoffer, mais pour l'instant, avec cette base-là, on arrive déjà à avoir une idée de ce qu'était l'homme et de quels ont été ses engagements durant toute la guerre. Alors, donc, petite parenthèse, je fais de la publicité. Donc vous voyez, on a ouvert un blog il y a maintenant un peu plus d'1 an qui s'appelle souvenirfr66.canalblog.com. Et donc sur ce site, on met tout un tas d'articles. Donc on met des hommages, des biographies, on met aussi des articles. Donc on raconte un petit peu ce qu'on fait pour tenir comment s'appelle ça, nos adhérents au courant. Et toujours sur l'histoire de Banyuls. Donc vous voyez, l'histoire de Banyuls et de ses habitants sur son téléphone ou sa tablette, puisqu'on publie 5 articles par mois. Et donc vous voyez, si vous vous inscrivez à la newsletter, c'est gratuit, et donc vous allez le recevoir, vous allez recevoir les notifications sur votre téléphone. Alors on va voir ensemble, vous savez, quand je fais une conférence, il y a toujours un moment où je vais aborder la méthodologie. Toujours, alors... Je sais que mes condisciples au souvenir français me jettent des cailloux. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Et des tombereaux de cailloux, parce que la méthode, toujours la méthode. Mais c'est avec ça qu'on fait de l'histoire. C'est avec ça qu'on évite de faire de l'à peu près histoire ou de partir dans des délires plus ou moins ésotériques. L'histoire, en fait, c'est une science humaine qui s'organise selon une méthode. Alors déjà, quand on va voir l'étymologie du mot histoire, en fait le mot histoire ça veut dire enquête. Dans la langue grecque, le mot histoire signifie enquête, ou ce que l'on connaît après avoir fait une enquête. Donc vous voyez que le premier que je vais aborder c'est Homère. Alors quand on dit l'Iliade aussi bien que l'Odyssée, on voit des hommes se battre, mais on voit des dieux qui se baladent, ils arrivent. On voit Athéna, on voit Zeus, on voit Apollon. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'Homère fait de l'histoire? C'est compliqué. Oui et non. Oui, parce qu'il nous parle d'une guerre qui s'est passée au XIIIe siècle avant notre ère. Mais peut-on réellement penser que Athéna est venue, Zeus, Apollon? Bon, c'est plus compliqué. Donc au départ, il y a cette imbrication entre le fait qui s'est passé et la mythologie. Parce que quelque part, les hommes doivent descendre des dieux. Il y a toujours cette filiation qui est faite. C'est leur manière de penser, mais ce n'est pas encore vraiment ce que nous on appelle de l'histoire. Le premier vraiment c'est Hérodote, c'est celui qu'on appelle le père de l'histoire, et vous voyez qu'il a intitulé son livre Historiae, enquête au pluriel. Et donc en fait,
lui, il commence à se dire qu'il faut aller chercher des témoignages, et puis il faut essayer d'aller sur place pour voir ce qui s'est passé, pour essayer un petit peu de comprendre quels étaient les lieux. Hein? Donc c'est quand même le premier à avoir un début de démarche pour coller le plus près possible à la véracité de ce qui a pu se passer plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires avant notre naissance. Et donc ensuite on va tomber sur Polybe. Alors lui, Polybe, c'est vraiment le premier historien. Hein? Vous voyez que lui, il a une méthode. Donc selon Polybe, donc, il faut respecter absolument la vérité. Voilà. Ensuite, il va falloir rechercher rigoureusement tous les documents. Et enfin, pour un troisième, il faut avoir une solide connaissance de la géographie et de la politique. Parce que bien sûr, les événements s'inscrivent dans des choses qui sont plus grandes qu'eux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein, donc on va étudier un événement, comme par exemple les batailles du col de Banyuls. Je ne peux pas les étudier si je ne comprends pas la Révolution française. Aussi simple que ça, parce que ce n'est pas nous qu'on est allé déclarer la guerre à Espoir. Hein, donc, si on ne comprend pas la Révolution française, on ne comprend pas les batailles du col de Banyuls. Ben là, c'est Polybe, le premier, qui dit, attendez, un événement, il n'a pas été forcément voulu par un dieu. Bien souvent, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de causes qui amènent, par exemple, à une bataille entre deux États. Ça peut être l'Empire perse et la Grèce, par exemple. Hein? Et donc, lui aussi, il a appelé son livre Historiae, enquête. Alors, nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va suivre ces principes qui sont anciens mais qui sont toujours valables. Et donc, j'ai scindé donc mon plan en 3 parties. Donc, vous voyez, dans une première partie, on va voir le jeune homme engagé dans la Première Guerre mondiale. Dans une deuxième partie, on va voir le responsable issu du monde associatif. Et enfin, dans la dernière partie, on va parler du maire socialiste et résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vas-y. Donc, on va parler du jeune homme engagé dans la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, alors en 1879, né, donc Vincent. Donc, son père, lui, est cordier. Il fabrique des cordes, hein, puisqu'à Banyuls, on a des pêcheurs. Donc, en fait, lui, c'est un artisan qui fabrique des cordes pour les pêcheurs. Et donc, de Modeste Solane, c'est ça. Donc, elle est dite sans profession, mais il y a de grandes chances pour qu'elle aide son mari à la boutique, du moins à l'atelier. Donc, vous voyez que, je veux dire, c'est un Banyulin comme les autres. Hein, il est né dans une famille Banyulenque, vous voyez bien, hein, les deux noms, Azema, Solane. C'est un Banyulin, vieille souche. Et ben, il vit du métier de la mer. Donc, c'est un Banyulin au même titre que les autres. Et donc, lui, il est de la classe... Alors, il est né en 1879, donc 1899, il a 20 ans, il faut qu'il aille faire le service militaire. Alors, vous le savez tous, puisque je pense que vous l'avez tous plus ou moins subi, entre guillemets, je ne devrais pas dire ça, je fais partie du souvenir français, mais bon, quand vous avez eu 20 ans, ben, il a fallu répondre à l'appel de l'armée. Et ça a duré longtemps. Nous, aujourd'hui, ça dure quelques jours, je crois. Hein, du temps de ma jeunesse, tous mes amis, ça a duré 1 année. Hein. Mais pour ces hommes-là, ça a duré de 20 à 48 ans. Alors c'est sûr que de 20 à 48 ans, vous n'étiez pas à l'armée, hein, mais vous aviez 2 à 3 années de service militaire à effectuer, et ensuite régulièrement, il fallait aller passer 1 mois ou 15 jours à la caserne pour ne pas perdre le maniement des armes. Et vous n'étiez libérable des obligations militaires qu'une fois l'âge atteint de 48 ans. Donc le service militaire, les obligations militaires, ça veut dire quelque chose dans la vie d'un homme à cette époque-là. Donc Vincent, 1899, il a 20 ans. Et lui, ben, vous voyez, il vient d'une famille qui est dans le métier de la pêche, hein, et donc il va s'inscrire maritime. Donc il est inscrit, alors depuis Colbert, tous les gens qui sont des marins sont inscrits sur un grand registre qu'on appelle l'inscription maritime. Alors chez nous, le bureau d'inscripteur, c'est Port-Mandre, tout simple. Et donc, ces hommes, normalement, doivent servir en temps de guerre sur les bateaux de la marine nationale. Alors, ils peuvent avoir des dérogations, c'est-à-dire s'ils le demandent par écrit, on les transvase dans l'armée de terre. Mais d'habitude, quand on est inscrit maritime, quand il y a la guerre, on part sur un bateau. Alors, pour l'instant, 1899, donc Vincent Azema
va partir, va faire son service militaire, et vous voyez qu'il va voyager. Hein? Donc de 1900, c'est ça, de 1899 à 1900, ben, il est en Orient. Ce qu'on appelait à l'époque en Orient, hein? Donc vous voyez qu'en fait il est en Indochine. Il est sur un transporteur, un croiseur, pardon. Alors ensuite, l'année d'après, il va changer de bateau et cette fois-ci il va être sur un transport. Alors un transport c'est quoi? C'est un bateau tout simplement qui permet de ravitailler en matériel et en troupes l'Algérie. Hein, puisque lui il part en Algérie. Et c'est peut-être de là qu'il tire son surnom d'El Bedoui. El Bedoui ça veut dire le bédouin. Le bédouin banouin. Alors est-ce que c'est à ce moment-là que son surnom lui est venu parce qu'il est parti là-bas? Je ne sais pas. Là-dessus, je pense que peut-être la famille aurait des anecdotes, mais autrement, les documents ne me permettent pas d'en savoir plus. Mais en tout cas, il a ce surnom du bédouin et pendant un an, il va faire des rotations entre la France et l'autre côté de la Méditerranée, qui est la France aussi à ce moment-là, hein, l'Algérie. Et alors, 1901-1902, donc vous voyez qu'il va faire 12 mois de surveillance, mais alors cette fois-ci en Islande. Donc vous l'avez vu, d'abord il s'est baladé du côté de l'Indochine, puis après il a fait des rotations entre Port-Vendre et l'Algérie, et puis là maintenant, hop, un an en Islande. Hein, pourquoi? Parce que les Français ont le droit d'aller pêcher la morue dans les eaux islandaises. Hein, et d'ailleurs, ça va donner énormément de travail aux pêcheurs bretons, parce que bien souvent c'est des pêcheurs bretons qui partent là-bas, ça paraît plus logique. Hein. Et il y a ce magnifique roman, je ne sais pas si vous l'avez lu, Pierre Louty, pêcheur d'Islande, où on voit la dureté des conditions de travail de ces gens qui ne sont pas assurés de rentrer. Hein. Après une campagne de pêche, vous n'êtes pas assuré de rentrer. Donc si vous avez l'occasion, lisez-le, parce que c'est un livre qui est très émouvant et super intéressant. Et ben, notre Vincent, lui, il est là. Donc il est là avec son bateau de la marine française, et il surveille les bateaux français pour pas qu'il leur arrive de problème. Et donc vous voyez que son service militaire achevé, il a quand même fait 4 années, hein, ben, il rentre à Bagnoul-sur-Mer, tout simplement. Donc là on est en 1902, alors je vous ai mis des photos. Donc là c'est intéressant parce qu'on voit les pêcheurs qui remontaient les bateaux sur la plage du Bourg-en-Mar. Ah, puisque c'est ça qui est amusant aujourd'hui, c'est que en fait les baies ont été interchangées. C'est-à-dire qu'au départ on a la grande plage qui est la plage du Bourg-en-Mar, hein, qui était la plage réservée aux activités de la pêche. Et puis de l'autre côté, on avait la plage du Fontolet. Alors quand je dis la plage, c'était une étroite bande de sable, hein, pour tous ceux qui l'ont connu. Moi je suis né en 71, donc je ne l'ai pas connu, puisque les travaux du port étaient déjà faits. Mais vous l'avez connu. Hein, et donc on avait une étroite bande de plage, et en fait c'était là qu'on avait le lieu de villégiature. Et aujourd'hui, si on regarde, ben, en fait ça a complètement été inversé. C'est-à-dire que la plage du Fontolet est devenue le port. Et donc aujourd'hui, ben, c'est là que normalement se pratiquent les activités maritimes. Et la plage du Bourg-en-Mar est devenue la plage. Hein, donc ça a complètement été inversé dans la perception. Et donc, en 1914, donc, ben Vincent est mobilisé, hein, comme tous les autres. Donc lui, vous voyez qu'il n'est pas parti à la, comment s'appelle ça, dans la marine. Normalement, il aurait dû partir sur un bateau puisqu'il est inscrit maritime. Seulement à son retour de son service militaire, il cesse d'être inscrit maritime et il s'installe comme viticulteur. Donc là, je n'ai pas encore la date exacte, ça doit être entre 1902 et 1906, mais il va s'inscrire comme viticulteur ici à Bagnoul. Donc vous voyez que c'est vraiment le bagnoulin type. Hein. D'abord il est marin, et puis après il va devenir viticulteur. Et donc on va le mettre lui dans le 24e régiment d'infanterie coloniale. Alors, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 3 régiments qui sont basés à Perpignan. On a le 24e RIC, on a le 12e régiment d'infanterie et on a le 53e. Donc quasiment tous les jeunes du département vont être versés dans ces 3 régiments-là, parce que c'est celui qui est à Perpignan, tout simplement. Hein, c'est ceux qui sont à Perpignan. Et lui, comme beaucoup de Bagnoulins, alors ça c'est amusant de voir que les Bagnoulins sont plutôt dans le 24e RIC. Par contre, les Montoriolins, ben, vous voyez Montoriol, les Aspres, Fourques, etc., eux ils sont dans le 53e. Hein, c'est l'armée, je pense, qui doit les répartir en fonction des zones, hein, de leur naissance. Et donc on voit que ben, les gens de la côte ils sont plutôt dans le 24e RIC. Donc en 1915 il est nommé caporal. Alors là c'est tout simplement qu'on a eu beaucoup de morts. Et beaucoup de morts au niveau des sous-officiers et des officiers subalternes. Hein, c'est-à-dire les caporals,
les lieutenants, les capitaines. Ben ouais, la guerre de 14, c'est un peu ça quand même. Hein. Dès le début, on a beaucoup de sous-officiers qui meurent. Donc il va falloir faire monter des nouveaux sous-officiers. Et Vincent Azéma, il est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un homme qui est posé, c'est un homme qui est pondéré. Mais en même temps, c'est un homme courageux, et c'est un homme qui sait motiver ses hommes. Donc c'est toutes les qualités que va rechercher l'armée, et c'est pour ça qu'il est fait caporal en 1915. Seulement, vous allez voir que... Aïe, il va être blessé, je crois que c'est en octobre, c'est ça. Donc en octobre 1915, il est blessé, et donc vous voyez qu'il est obligé de subir une trépanation. Ouais. Alors imaginez-vous avec les instruments de l'époque, donc quasiment pas d'antibiotiques, quasiment pas d'anesthésique. Bon. Vous devez vous douter de la douleur que cet homme a dû ressentir. Vraiment quoi. Donc il va passer 6 mois à l'hôpital et puis après on va l'envoyer en convalescence et on l'envoie où? Ben, tout simplement là où est basé son régiment, c'est-à-dire à Perpignan. C'est pour ça au début je ne comprenais pas parce que quand j'ai vu les premiers documents, on voit que Vincent Azéma a eu 4 enfants. Il a eu une première fille qui est née en 1911, une deuxième fille qui est née en 1912 et des garçons, des jumeaux, qui sont nés en 1917. Et là je me disais comment? Il est parti à la guerre en 14 ans. Comment est-ce qu'il peut avoir fait des jumeaux en 1917? Est-ce que Madame Azéma aurait... Eh bien pas du tout. C'est tout simplement que son mari était en convalescence à Perpignan. Et donc elle allait le voir régulièrement. Et que sa santé a semblé s'améliorer quand même. Hein, puisqu'en 1917, Madame Azéma va accoucher des garçons, hein, des fils. Et donc, en 1917, donc, il va passer devant une commission de révision. Parce que pour tous les soldats blessés, lourdement blessés, hein, une fois qu'on les a plus ou moins retapés, que les médecins n'ont plus besoin d'intervenir, eh bien, il va se poser 3 cas de figure. Vous voyez, ils passent devant une commission de réforme. Donc, soit ils sont jugés aptes, et dans ces cas-là, ils repartent au front. Soit ils ont conservé un handicap, mais cet handicap est trop fort pour qu'ils puissent partir au front, mais pas assez pour qu'ils ne puissent pas travailler à l'arrière. Soit on les met dans les administrations, soit on va les mettre dans les industries dont on a besoin, en particulier les fabriques d'armes. Ou bien tout ce qui est agricole, parce que bien sûr, il faut nourrir tout le monde. Ou alors, bien sûr, troisième cas de figure, c'est les inaptes. Donc ceux-là, ils ont gardé un tel handicap que, ben, ma foi, ils sont renvoyés dans la foyer. Alors vous voyez que Vincent Azéma, lui, après sa trépanation, donc il va recevoir le statut d'auxiliaire. Donc il a gardé des séquelles, mais pas suffisamment pour être renvoyé. Cependant, l'armée de terre lui dit, bon, très bien, tu as donné pour la patrie, tu peux rentrer chez toi. Pour nous, c'est terminé. Alors, bien sûr, hein, il n'y a plus d'un homme qui serait rentré chez lui avec le sentiment du devoir accompli, parce que quand même, il a fait un trou dans la tête. Hein, donc, la logique voudrait qu'il soit rentré à la maison. Eh bien, pas du tout. Parce qu'il n'arrive pas à concevoir qu'alors que son pays est en guerre, et que ses amis et ses concitoyens se battent encore, que lui puisse aller à la maison alors qu'il pense qu'il a encore la capacité de jouer un rôle. Donc, déjà, ça donne une idée de la tournure d'esprit de cet homme. Ah, il vient de souffrir le martyre pendant 1 an. On lui dit, tu peux rentrer chez toi? Non. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque l'armée de terre ne veut plus de lui. Oui, mais là, il reste encore la marine. Et donc, il va aller s'inscrire dans la marine, avec son statut d'auxiliaire. Alors, bien sûr, son handicap ne va pas lui permettre de monter sur un bateau. On va voir son handicap tout à l'heure. Donc, pas possibilité pour lui de naviguer. Mais par contre, on a besoin de personnel dans l'administration. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver au 5e dépôt de la flotte à Toulon. Et qu'il va remplir des papiers. Et ça, il va le faire jusqu'à la fin de la guerre. Donc, vous voyez, 1918, il est démobilisé, il rentre chez lui. Donc, voilà la guerre de Vincent Azéma. Déjà, on a envie de se dire, Vincent Azéma, quel homme. Hein, mais pour lui, c'est pas fini. Parce que vous le voyez, en 1921, il va recevoir une pension d'invalidité, justement à cause de la trépanation. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le champ de bataille, c'était à Tahure dans la Marne. Donc en fait, je ne sais pas comment, mais il a été blessé à l'occiput, c'est-à-dire à cette partie-là ici qu'on a derrière. Et c'est ici que se trouve la zone du cortex visuel. C'est par ici en fait qu'on le voit. Donc le problème, c'est qu'il s'est formé un œdème intracrânien, et que cet œdème est venu bien sûr pousser la matière cérébrale qui est ici, et elle l'a endommagé. Alors on a fait un trou pour drainer, pour justement que la pression ne s'exerce plus, mais il y a quand même eu des tissus qui ont été endommagés, des tissus cérébraux.
Et de ça, toute sa vie, Vincent Azéma va garder ce qu'on appelle une mydriase unilatérale. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des fonds de deuil? Hein, ça vous est déjà arrivé qu'on vous fasse des fonds de deuil, hein? Eh bien, c'est ça en fait qu'il a. C'est-à-dire que sur un œil, l'œil gauche, il a toujours la pupille qui est dilatée à son maximum. Hein? Donc, ce qui fait que ça lui octroie, alors vous imaginez, avec les jours qu'on a ici, là, maintenant, comment dire, de clarté, hein, quand vous voyez l'éclat du soleil, vous imaginez la difficulté que ça devait être à certains jours de supporter cette luminosité, c'est le terme que je cherchais. Et ensuite, ça lui provoque aussi de temps en temps de l'épilepsie visuelle. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, quand on ferme les yeux trop longtemps et qu'on les rouvre, hein, après on voit passer des traits, des points, des petits flashs, ben c'est ça. Lui, de temps en temps, c'est ce qui lui arrive. Alors vous voyez que c'est pas énorme, hein, ça se voit pas énormément, puisque j'avais discuté avec Louisette, donc la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que cet œil, ça se voyait? Est-ce qu'on voyait Alors Louisette m'a répondu, oui, quand il s'énervait. Hein, quand il se mettait en colère, on voyait en fait qu'il y avait un truc de pas pareil aux deux yeux. Quoi. Voilà. Mais c'était pas un truc énorme. Mais ça devait quand même être quelque chose d'assez handicapant. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi l'armée de terre il a dit non, on ne peut pas te garder, parce que quelqu'un qui voit mal avec un fusil, pas terrible. Et ensuite, vous imaginez bien que sur un bateau, avec un seul œil valide, ça ne marche pas non plus. Hein, donc c'est pour ça que lui s'est retrouvé dans l'administration, là ça va. Des problèmes visuels dans un bureau, c'est pas grave, ça se gère. Et donc vous voyez que quand même, pour cet handicap, il va quand même recevoir toute sa vie une pension d'invalidité qui va se monter au départ à 720 francs par mois. C'est important 720 francs à cette époque-là, on est quand même en 1921. Hein. Donc je rappelle par exemple à Paulie, un très bon ouvrier très qualifié touche 800 francs par mois. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Alors il aurait pu s'arrêter là, il aurait pu dire très bien, moi je suis handicapé, je touche 700 francs par mois, très bien. Mais pas du tout, parce que ça c'est pas dans sa nature, on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale, il ne fonctionne pas comme ça. Alors, bien sûr, hein, pour ses actes, son comportement pendant la guerre, il va recevoir deux décorations qui sont quand même assez importantes. La première, c'est la médaille militaire. Donc, dans l'ordre de hiérarchie des médailles, si je ne dis pas de bêtises, on a d'abord la Légion d'honneur, et ensuite, on a la médaille militaire. Et après, c'est le national du mérite, et après, c'est la libération. Non, la libération, deuxième. D'accord, bon, en tout cas, voilà, ça fait partie des 5 principales médailles, des 5 principales décorations françaises. Hein, donc, la croix de guerre et la médaille militaire. D'ailleurs, la médaille militaire, et ça, on remercie monsieur le maire, donc on est en train d'y travailler, avec Olivier Capel aussi. Donc, vous savez qu'on avait une stèle de la médaille militaire qui était sur le front de mer. Donc, elle a été déplacée parce qu'on est en train de construire le carré des honneurs. Hein, le carré des honneurs. Le square, c'est un mot. Square en français, c'est carré. Et en plus, il est triangulaire. Alors, donc en fait, on appelait ça le carré des honneurs. Donc, ça va se trouver au rond-point du supermarché. Hein. Donc là, on va mettre la stèle. La stèle est déjà mise, la stèle de la médaille militaire. On va en faire une pour la Légion d'honneur et pour l'Ordre national du mérite. Voilà. Mais ça, ce sera après l'été, quand on aura plus le temps et qu'on sera nouveau entre nous. Et vous voyez que, on va dire, quelque part, conséquence logique, hein, en 1936, eh bien, Vincent Azéma va recevoir l'Ordre national de la Légion d'honneur et il va être fait chevalier. Alors je rappelle, il y a 5 grades dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Le plus bas, c'est chevalier, officier, commandeur, grand maître, je crois, et après grande croix, pardon, excusez-moi, grande croix. Alors ça me permet de dire aussi que le souvenir français, en fait, notre président, c'est le président de la République. Hein, donc on vient d'en changer, hein, on a fait comme tout le monde, on a changé de président, et automatiquement le président de la République est grand croix de la Légion d'honneur, c'est pour ça que vous le voyez avec son. C'est une belle assiette à soupe quand même. Hein. Donc on peut porter soit sur le côté, soit en sautoir, j'imagine, hein, ça s'appelle comme ça, voilà. Donc vous verrez, c'est une grande croix, puisque lui il a une très grande croix, les autres elle est quand même un peu plus petite. Hein. Et on le voit là, on voit Vincent Azéma qui l'a sur le plastron. Hein. Alors, chose amusante, pour vous donner la Légion d'honneur, ça ne peut être qu'un légionnaire, quelqu'un qui est déjà légionnaire.
D'où le problème, des fois, quand il faut trouver quelqu'un pour remettre une légion d'honneur, parce qu'il faut trouver un légionnaire à proximité qui accepte de le faire. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc vous voyez, un jeune homme, il avait une trentaine d'années quand tous ces événements se sont passés. Et donc maintenant, on va voir l'homme, le professionnel, on va dire. Donc, je vous l'ai dit, entre 1902 et 1906, donc Vincent va s'installer comme viticulteur, mais tout simplement, je veux dire, au départ, il a dû prendre quelques vignes en fermage et puis progressivement acheter de nouvelles terres. Et donc on va le retrouver une vingtaine d'années plus tard, et là cette fois-ci, il est à la fois adhérent et fondateur de la cave coopérative La Bagnolet. Et vous voyez que jusqu'en 1940, il va en être élu, 43 je crois, il va en être élu régulièrement président. Alors, président d'une cave coopérative, en fait, c'est un PDG. Hein, monsieur le maire qui a été président du GICB, c'est une entreprise. Ah, complètement. Hein, c'est pas, là je veux dire, c'est pas simplement un vigneron qui fait ses petits trucs dans son coin, non, non. D'abord, vous gérez beaucoup d'adhérents. Alors à l'époque, vous voyez, il y a plus de 400 adhérents. Déjà, il faut arriver à les mettre d'accord. Ça, c'est pas gagné. 400 bonhommes à mettre d'accord. Et puis surtout que, à cette époque-là, ils étaient rudes. Aujourd'hui, nous, on n'est plus au lycée, on n'est plus... À l'époque, non, hein, ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà. Et vous voyez quand même qu'ils ont une capacité de production annuelle qui est de 1600 hectolitres. Ça fait beaucoup de vin. Hein, et donc ça me permet aussi de parler de tout ce qui est associatif. Voilà. L'associatif, au XIXe siècle, c'est quelque chose de très important. Hein, c'est même là-dessus, on va dire, que va se fonder l'essentiel de la politique socialiste. Et d'ailleurs, ça nous rappelle des choses. Alors aujourd'hui, socialisme, c'est un gros mot. Ah, on est d'accord, aujourd'hui, socialisme, c'est pas un mot qui a bonne presse. Mais là, je vous parle des années 30. Donc là, on est chez Léon Blum. Hein, le cartel des gauches, tout ça, ça doit vous rappeler des choses. Hein, c'est-à-dire à un moment où le socialisme, ça a une autre valeur. Ça veut dire autre chose. Hein, et puis, on n'oublie pas à ce moment-là que c'est quand même un parti qui a été fondé par Jean Jaurès. Hein, on s'y réclame souvent de Jean Jaurès. Il n'y a qu'à lire les textes de Blum, et on voit bien l'influence que Jaurès a pu avoir sur les socialistes. Et en fait, les socialistes vont beaucoup faire par le milieu associatif. Ils vont encourager le milieu associatif, parce que pour eux, la réponse ne doit pas et ne peut pas venir de l'État. La réponse ne peut venir que des, des citoyens qui se sont unis au sein d'associations pour atteindre un but collectif. Alors, l'associatisme, il est aussi utilisé par les catholiques. Hein, c'est pas que l'apanage des gens de gauche. Par exemple, lorsque j'enseigne aux lycéens le paternalisme, vous allez retrouver un paternalisme qu'on appelle le pléien, qui est plutôt un paternalisme de gauche réactionnaire. Et autrement, à côté, on a aussi le paternalisme de Godin, qui lui est un paternalisme de gauche. C'est-à-dire qu'on va associer les ouvriers, alors soit dans le système le pléien, c'est le système des Schneider. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on va payer l'ouvrier, mais tout ce qu'il va acheter autour va être dans la main du patron. Ça veut dire qu'en fait, l'ouvrier, vous le payez, mais il vous rend votre argent. C'est un concept quand même. Hein. Et de notre côté, on a un paternalisme, celui de Godin, hein, donc la fabrique de poêles, où là non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux ouvriers, on va vous amener le confort de la classe bourgeoise. Et parce que vous aurez le confort de la classe bourgeoise, vous cesserez de vivre comme des animaux. Et tout ça, en fait, se fait sur quoi? Sur de l'associatif. Il faut se mettre ensemble, et c'est par le bas et ensemble qu'on va trouver des solutions qui nous agréent et qui nous vont bien. Donc il y a une espèce de lutte dans les années 30 entre les maires qui sont socialistes et le pouvoir en place. Alors là, c'est bien qu'on ait monsieur le maire, parce que justement, il nous manque cette partie-là. Et cette partie-là, on l'a aux archives à Bagnous. Donc, ce serait bien si on pouvait passer et regarder un petit peu les documents qu'il y a, parce qu'on aimerait voir un petit peu quelles ont été les véritables actions au niveau municipal de... c'est pas un maire de la pierre, c'est pas un maire qui va bâtir, c'est pas un maire qui va faire des grands ensembles. C'est pas ça son but. Son but, c'est d'arriver à proposer des solutions aux gens pour vivre mieux, pour améliorer leur niveau de vie, pour améliorer leur condition de vie,
pour améliorer leurs relations les uns avec les autres, pour essayer de coller à la modernité, la nouvelle modernité qui arrive, hein, le téléphone, la voiture. Par exemple, c'est le moment où on ferme l'abattoir. Ah ben nous, on avait un abattoir. Mais avec l'arrivée de la voiture, ben, en fait, les bêtes, elles sont tuées à Perpignan, on a les voitures réfrigérées, elles nous amènent la viande, c'est plus simple que d'entretenir pour la mairie un abattoir, parce que l'abattoir de Cerbère, je ne dis pas la galère que c'est pour arriver à l'entretenir. L'abattoir de Bagnoul, si ça porte à peu près bien, mais bon, une année sur deux, il perd de l'argent. Et le pire, c'est l'abattoir de Port-Vendôme, parce que lui, là où il est construit, il n'y a pas d'eau. Donc tous les voisins se plaignent de l'odeur épouvantable qui règne aux alentours de l'abattoir. Donc c'est sûr que quand les bêtes vont aller à Perpignan, vont pouvoir être abattues et vont être ramenées, ben, c'est quand même vachement plus simple. Donc ça va faciliter la vie des gens qui habitent à Bagnoul. Et puis, il faut quand même dire que jusque dans les années 30, on tue le cochon dans la rue. Là aussi, au niveau prophylactique, c'est pas terrible. Hein, parce que forcément, vous avez des mouches, vous avez des odeurs, vous avez, bon, on trouve des trucs dans la rue, des fois des morceaux de cerveau, des esquilles d'os, des... Enfin, c'est pas terrible, quoi. Hein, donc, ben, il va accompagner ça. Hein, donc l'abattoir va être fermé et ben, Vincent Azéma va dire non, on va se tourner vers autre chose, on va se tourner vers la modernité. Ben, ça, il faut le faire, parce que dans l'esprit des gens de Bagnoul, perdre l'abattoir, c'est perdre une partie de sa souveraineté, quelque part. Ça veut dire qu'on va dépendre de Perpignan pour manger. Ben, on n'aime pas trop ça, alors ça passe pas bien au début. Alors très vite, après, les gens ils vont voir les avantages hein, qu'on peut en tirer, mais au départ, ça passe pas bien. Alors pour ça, il a aussi l'Ordre national du mérite agricole. Donc là aussi, ça fait partie des distinctions les plus honorifiques de l'État français. Alors, je vous parlais de la CAF coopérative, et c'est vrai qu'on a un petit problème. On a un petit problème parce que ça fait 1 an qu'on dit qu'on est sur un système industriel, et ça passe mal. La viticulture à Bagnoul, c'est une industrie. Alors, ce qui passe mal, c'est le fait de dire que c'est une industrie qui produit un vin doux naturel. Vous voyez, c'est l'oxymore d'industrie nature. Hein, ça a l'air de ne pas marcher ensemble. Donc, quand on dit que la dynamiterie de Poly, c'est la révolution industrielle, tout le monde dit « ah oui, bien sûr ». Mais quand on dit que la viticulture à Bagnoul, c'est la révolution industrielle, alors là, tout le monde nous tombe dessus. En disant « mais c'est pas possible, c'est du vin doux naturel ». Et alors? Est-ce que vous êtes allé visiter la cave du GICV? C'est une usine. Maintenant, ça ne veut pas dire que la manière de fabriquer n'est pas artisanale. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, vous voyez, je vous ai fait rapidement une coupe. Donc, vous avez Madelocq, 650 mètres d'altitude, et vous avez la mer. Hein, est-ouest. Et donc, vous voyez qu'en 1876 arrive une nouveauté. C'est la gare. Inauguration, 1876, inauguration de la gare de Bagnoul-les-Ailes. Donc, à partir de là, nos paysans comprennent très vite que ces céréales qu'ils avaient du mal à faire venir dans les sols, qui rapportaient peu, il y avait un rendement qui était assez faible, eh ben, ils peuvent désormais les importer à peu cher, et par contre leur vin qui vient bien, ils peuvent l'exporter à cher. Ils ne sont pas idiots. C'est-à-dire qu'en seulement 3 générations, l'ancien système millénaire qui était mis en place depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire on faisait un tiers de céréales, la moitié des céréales, un tiers de vigne, un tiers d'olivier, tout ça, ça disparaît. Et on va passer à la monoculture de la vigne. Donc quand je vous dis que la viticulture actuelle, ça vient de la révolution industrielle, c'est pas moi qui le dis pour le plaisir de le dire, ce sont les textes. Voilà. Hein? Il suffit de prendre le cadastre, et le cadastre, notre premier cadastre, il a été dressé en 1813 à la demande de Napoléon. 1813 avant l'arrivée du train. Et comme ça, depuis 1813, on peut suivre les parcelles, puisqu'on a les parcelles bâties et les parcelles non bâties. Il suffit de suivre les parcelles non bâties, et vous voyez très bien que progressivement, les céréales disparaissent complètement. Qui se rappelle des champs de céréales, à part peut-être les plus anciens, mais qui se rappelle des champs de céréales à Bagnoul? Ben non. Maintenant, par contre, vous diriez aux vieux qu'on a des vignes à Madelocq, ils rigoleraient. Ils vous diraient, mais c'est trop haut, les rendements ne sont pas bons. Parce que jamais, eux, ils seraient allés mettre des vignes là-haut. Par contre, eux, ils y mettaient les chèvres. Aujourd'hui, il n'y a plus de troupeaux à Bagnoul. Et pendant longtemps, parce que je reviens à l'abattoir, hein, l'abattoir, on abat 2000 têtes de bétail par an. Il y avait de l'élevage. Mais bien sûr. De toute façon, il y a des masses qui sont spécialisées dans l'élevage et surtout dans la vallée de la Rue.
Parce qu'il y avait des endroits qui étaient plus propices, parce que la terre était moins bonne, donc ben, c'est là où on mettait les biques. Non, ici il n'y a qu'à voir. Ici il n'y a qu'à voir. Qu'est-ce qui pousse? Qui peut manger ça? Les chèvres. Alors c'est ce qu'on appelle en plus les chèvres de montagne. Donc en fait c'est des biques qui sont plus petites que les autres, elles sont beaucoup plus costaudes. Hein, donc en fait elles résistent quasiment à tout. Hein. Et d'ailleurs, certains très vieux m'ont dit que d'ailleurs quand il fallait les manger, il fallait mastiquer donc on préfère en faire des ragoûts hein, plutôt que les faire au barbecue. Hein. Ça passe mieux quoi, voilà. Donc, et ça, grâce au train, ou à cause du train, en 3 générations, ça va complètement disparaître, on va tomber dans la monoculture de la vigne. Vas-y. Donc vous voyez que les vignes, elles sont situées donc, dans l'arrière-pays, et qu'on a la voie de chemin de fer qui est quasiment au bord de l'eau. Et entre les deux, vous allez retrouver quoi? La cave coopérative. Alors comment ça fonctionne une cave coopérative? Les vignes, on est bien d'accord, elles appartiennent aux vignerons. Elles sont et elles restent sa propriété exclusive, on est bien d'accord. Maintenant, sa récolte, elle ne lui appartient plus. Elle appartient à la cave, et la cave, c'est la collectivité qui va gérer ça. C'est une association. Donc la récolte va rentrer dans la cave qui appartient à l'association, c'est là qu'elle va être vinifiée, c'est là qu'elle sera élevée, et qu'ensuite elle sera exportée. Et si vous regardez bien ces caves, elles sont où? Elles sont en bord de mer, à côté du train. Vas-y, Jean. Regardez cette photo. Ça, c'est l'ouverture de la cave Partisol. Et Partisol, elle est où? Elle est là-haut. Ben, ils l'ont mise où? À côté du train. Si vous voulez évacuer le plus possible de litres, d'hectolitres de vin, ben, mettez-vous à côté de la gare. Et quand je vous disais que ça fait du monde, regardez le nombre de gens qu'il y a. À Banyuls, on a un moment plus de 2000 vignerons qui sont dans différentes caves, parce que vous avez l'Étoile, parce que vous avez la Banyulenque, parce que vous avez Partisol. Et il y en a tout un tas de caves. Donc c'est ça qui est intéressant ici, c'est-à-dire qu'on a à la fois un système qui est artisanal, parce qu'un Banyulenque, et il aura raison, vous dira qu'on ne peut pas travailler les vignes de manière industrielle. Ben non, on ne travaille pas les vignes de manière industrielle ici, donc nos viticulteurs, ils travaillent de manière artisanale. Mais la manière dont on fabrique le vin est une manière industrielle. Et c'est ça qui va faire l'enrichissement des Banyulenques. Donc en fait, quelque part, parce que eux non, au départ, hein, le Partisol, 1904-1905, Partisol, lui, c'est sa cave. Quand vous êtes adhérent à sa cave, la seule chose qui vous assure, c'est de vous acheter la totalité de votre récolte. Mais c'est lui qui fixe le prix. Et vous n'avez aucune action dans l'entreprise. Au départ, c'est du capitalisme pur et dur, hein, c'est-à-dire que vous êtes des ouvriers de Partisol, en gros. Hein. Mais très vite, les Banyulenques qui comprennent le système. Hein. Oui. Et donc, ce qu'ils vont faire, ben, c'est qu'ils vont créer leur propre cave. Mais elle est associative, elle est coopérative. C'est bien le sens du terme, coopérer. Ça veut dire que l'argent qu'on va gagner, ben alors il y en a une petite partie, bien sûr, qui va rester à la cave parce qu'il faut la faire fonctionner. Mais la plus grosse partie va être répartie en fonction, entre les différents viticulteurs, en fonction bien sûr du nombre de kilos que vous avez porté et bien sûr de la teneur en sucre de votre raisin. Parce que bien sûr, plus il est haut en sucre et meilleure sera la qualité du vin. Et ça pendant très longtemps, même encore aujourd'hui, ça se fait. Moi je me rappelle pour les vendanges de mon arrière-grand-père, j'étais toute petite, j'allais avec lui à la cave, j'adorais ça, dans sa vieille voiture là, qui était toute pourrie, qui servait qu'à ça d'ailleurs, qu'aux vendanges. Hein. Et donc on prenait bien un musimètre, je crois que ça s'appelle, c'est ça le musimètre. Hein. Et donc il regardait comme ça, il lui disait allez, tant de degrés, ça fera tant. Voilà, hein, on l'a tous plus ou moins connu ça. Mais ça c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on prend le capitalisme, oui d'accord, mais pas dans le but d'un seul, pour le bien-être de tous. Ça c'est important. Ben ça c'est Vincent Azéma. Parce que le président c'est lui, du moins de la Banyulenque. Et vous avez vu qu'il va être président jusqu'en 1943. Ça veut dire que pendant presque 20 ans, ces 400 et quelques viticulteurs vont lui faire confiance. Parce qu'il va gérer au mieux de leurs intérêts. Alors, vous voyez, hein, donc, il a quand même toujours son œil, hein, qui lui pose toujours des problèmes. Il gère une entreprise de 400 bonhommes, mais ça ne lui suffit pas. À côté, il va devenir le président de la mutuelle de secours La Fraternelle.
Alors, la mutuelle de secours, ce sont nos mutuelles à nous, actuelles, à peu de choses près. Donc, vous voyez, au XVIIIe siècle, d'abord, les plus pauvres, c'est les mineurs qui vont commencer à s'organiser. Pourquoi? Parce que bien souvent, hélas, la famille n'a pas l'argent pour payer l'enterrement d'un de leurs quand il meurt. Par exemple, il y a un coup de grisou, votre mari ou votre enfant meurt dans la mine, hélas, vous n'êtes pas assez riche pour le payer un enterrement. Comment on fait? Là encore, on va s'associer. C'est-à-dire que les mineurs vont s'associer, vont commencer à faire des caisses. Alors au début, ça va servir à payer les enterrements de ceux qui ne peuvent pas. Et puis après, quand il y a une grève, ça va servir à payer la nourriture. Et puis après, il y en a un qui est malade, alors on va faire venir le docteur, on va payer avec ça. Et c'est comme ça que progressivement, ça va s'organiser. Donc vous voyez, 1875, donc, je vous ai dit, la Troisième République va encourager ça. Puisque bon, c'est la République des gauches, alors il y a différents types de gauches, les opportunistes, etc. Je ne vais pas rentrer dans la politique du 19e. Mais vous voyez qu'ils encouragent les gens à prendre leur destin en main et à faire des choses pour eux-mêmes et par eux-mêmes avec les nouveaux outils économiques et fiscaux qu'ils ont à disposition. Donc 1945, c'est la création de la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, on conchit un peu les ordonnances, on veut prendre M. Macron, en 1944 ou 1945, on a pris des ordonnances. Avec ça, on a créé EDF, avec ça, on a créé la sécurité sociale. Donc l'ordonnance est un outil, après tout dépend de comment vous l'utilisez. Ça peut être de l'ordonnance qui aide, comme de l'ordonnance qui restreint. Donc 1945, création de la sécurité sociale, donc tout ce pool-là que faisaient les mutuelles, en fait, va être quelque part rebasculé vers la sécurité sociale. Mais il y en a quand même une toute petite partie qui va rester. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle le code des mutuelles qui est pris en 1955, où là en fait ça organise nos mutuelles actuelles, comme on les connaît aujourd'hui, mais c'est issu de ces sociétés de secours mutuels du XVIIIe siècle. Et donc à Banyuls, et je compte celle aussi de Poly, parce qu'après tout, les gens de Poly sont des gens de Banyuls, donc on a 6 mutuelles ici entre Banyuls et Poly. Donc là aussi, une idée que les gens vont s'associer pour essayer de vivre mieux. Pour essayer que ça leur coûte le moins cher possible et d'avoir toujours un peu mieux, de mieux se soigner, de mieux s'alimenter. Voilà. C'est toujours cette recherche-là de associons-nous vers un but commun qui est le bien-être de tous. C'est vraiment ça l'idée. Alors, maintenant qu'on a vu ça, donc vous avez, ce monsieur était quand même pas mal occupé, il y a encore une partie de lui qu'on ne connaît pas. Et c'est toute la partie de la politique. Donc, alors oui, chaque fois, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque fois sur le côté, vous avez les documents qui me permettent de vous raconter ça. Donc, ce pas des choses que j'ai inventées. C'est des différents documents qu'on a pu retrouver, et en particulier dans son dossier de la Légion d'honneur qui se trouve aux archives à Fontainebleau. Alors, en 1910, vous voyez que 1910, il est jeune. Je vous rappelle, il est né en 1879. Donc, 1910, il est tout jeune. Et il est déjà élu conseiller municipal. Alors, bien sûr, il est en pleine de liste, c'est un petit genou, mais la politique semble l'intéresser. Et il va être élu comme ça, conseiller municipal, jusqu'en 1914. Et puis, bon, bien sûr, en 1914, il est bien obligé de partir puisqu'il est mobilisé. Donc, quand il va revenir, vous voyez qu'en 1919, il se représente à nouveau. Et à nouveau, il est élu. Mais cette fois-ci, il a monté d'un cran, parce que quand même, d'abord il a vieilli, et ensuite la guerre a quand même dû lui donner une certaine stature. Je vous l'ai dit, il a été caporal, il a eu l'habitude de commander des hommes, donc ça a dû le faire mûrir, Donc vous voyez qu'à partir de 1929, il va être élu premier adjoint. Donc déjà, il y a quand même une progression. Et donc vous voyez qu'en 1935, c'est lui qui va être élu maire. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est tout le travail de M. Razoul, ce qui n'est pas fini, donc promis, je vous promets qu'au mois de juillet, je viens et qu'on termine ça. Donc tout le travail de M. Razoul. Alors M. Razoul, ça fait un énorme travail. Un énorme travail qui n'est pas terminé encore, je vous dis, il faut que j'y passe en juillet pour qu'on mette la dernière main. Donc en fait, il appelait son mémoire « L'histoire électorale de Banyuls-sur-Mer de 1945 à 1958, du moins pour ce premier tome-là. » Puisqu'après, il y a le tome de 58 jusqu'aux dernières élections, 2017. Donc vous voyez, c'est un énorme travail que M. Razoul ça fait. Un énorme travail de compilation. Vous voyez, alors, on a beaucoup de documents et on a aussi beaucoup de graphiques.
Et donc grâce à lui, on sait à peu près combien de voix il a fait. Alors c'est intéressant de voir que dans les années 35, il fait 700, presque 800 voix. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on panache. Vous avez connu cette bonne époque où on panachait. Moi, et là, je ne l'ai pas connu. Ça devait être très amusant. On pouvait rayer les noms qu'on voulait. C'était intéressant, ça. Aujourd'hui, il faut prendre la liste telle qu'elle est. Mais à l'époque, j'imagine que pour certains, quand on devait dépouiller, la pilule devait être dure à passer quand même. Donc on voit qu'il fait à peu près 750 à 800 voix. Donc, il est élu maire, et alors il se présente là, sous l'étiquette de socialiste et républicain. Ça pour lui, c'est important, cet engagement-là, il le suit toute sa vie, quoi. Il a toujours été socialiste et s'est toujours revendiqué comme socialiste. C'est le grand problème. Alors, premier problème, quand il est maire, c'est les réfugiés espagnols. Donc, 39, c'est ce qu'on appelle la retirade. Donc, guerre, on va dire, entre la gauche et Franco, en Espagne. Et donc, Barcelone est la dernière ville à tomber. Et bien sûr, beaucoup de socialistes vont fuir la répression de Franco. Et ils vont passer, alors vous voyez, je vous ai mis une photo, ça c'est le poste de Cerbère, c'est le col des Bellitres. Et donc, tous ces pauvres gens vont arriver en masse. Alors, vraiment, si un jour vous allez aux archives départementales, regardez, il y a une série particulière où en fait ce sont les maires, alors c'est au sein de la série préfectorale, ce sont les maires qui écrivent au préfet, parce que dans la nuit, vous pouvez avoir 3 à 4 000 personnes qui débarquent. C'est un petit peu, j'ai retrouvé ça aussi quand les harkis sont revenus d'Algérie. C'est-à-dire que quand les harkis reviennent d'Algérie, le bateau, admettons, amène 10 000 personnes par jour, le train ne peut en évacuer que 1000 par jour. Donc vous vous retrouvez avec un excédent de 9 000 personnes. Et le jour d'après, il y a encore 10 000 personnes qui arrivent, mais il n'y en a toujours que 1000 qui peuvent repartir. Donc au bout d'un moment, le maire de Port-Vendre, comment il fait? Parce que ces gens, il faut les loger. Ces gens, il faut les nourrir. Parmi eux, il y a des bébés, il y a des enfants en bas âge, il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin de soins. Et c'est comme ça que il y a les Algécos qui vont fleurir à Port-Vendre. J'imagine que vous vous en rappelez de ces Algécos. Ils étaient sur le fer à cheval, là, parce que ces gens, il fallait bien les mettre quelque part. Pour les Espagnols, c'est pareil. Il y a une quantité de lettres. Alors, vous avez par exemple la Manère, Coustouge. Vous avez vu Coustouge, quoi. C'est très joli, Coustouge, c'est pas le problème. Mais il y a quoi? Il y a 15 maisons à Coustouge. Quand vous avez 3000 Espagnols qui arrivent, comment vous faites? Déjà, comment vous faites pour les loger? Il n'y a même pas assez de maisons pour mettre tout le monde. Même en mettant 20 personnes par maison, vous n'y arrivez pas. Et puis après, il faut les loger, ces gens-là. Pour certains, parce que quand même, c'est une guerre civile, ils sortent d'une guerre civile. Pour certains, il y en a qui sont blessés. D'ailleurs, Louisette me racontait qu'elle a vu un contingent d'hommes blessés. Une école ouverte, je crois, quelque chose comme ça, qui, voilà, je veux dire, les gamins, ça les a marqués, les gamins de Banous. Donc, comment on fait? Parce que là, vous imaginez bien que pour le maire, c'est une casse-tête, quoi. D'abord parce que vous ne pouvez pas laisser ces gens comme ça, quand même, il y a une humanité, quoi. Que vous soyez socialiste, réac, on s'en fout, quoi. Là, il n'y a pas de couleur politique, quoi. Mais quelque part, ça fait mal au cœur de voir tous ces gens qui arrivent. Alors, on sait très bien qu'il y a certains bagnoulins qui en ont profité pour essayer de les escroquer, etc. D'accord. Mais ce n'est pas la majorité. Alors, lui, Vincent Azema, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le Masretch. Et il va les ouvrir aux orphelins. Ou aux enfants qui arrivent sans parents. Parce que bien souvent, soit les parents sont morts pendant les combats de ces enfants, soit les parents sont restés en confiant les enfants à quelqu'un de confiance, justement, en leur disant amène-les, on verra bien ce qui se passera plus tard. D'ailleurs, il y a une partie des enfants de Barcelone qui est partie en URSS. Donc il y a encore en URSS, du moins en Russie maintenant, un cercle de catalanistes. Ouais. Ils viennent de Barcelone. Et c'est même d'ailleurs un Catalan qui a tué Trotsky. Mais ça, c'est autre chose. Alors, ils vont ouvrir la maison, le Masretch, et là, il va y loger des enfants. Des enfants de la retirade qui sont sans parents. Ils sont sans adultes pour veiller sur eux. Donc là, on va les loger, on va les nourrir, on va essayer de leur donner une petite éducation en attendant de savoir ce que l'État français va en faire et comment on va les dispatcher, parce que ça, c'est pas le maire qui faut mandat. Mais en attendant, on fait ce qu'on peut. Et d'ailleurs, il y a encore des témoins. Pardon? Le maire avant, M. Azema, ouais, s'est occupé avec l'association. Vous voyez, toujours une association. Oui, lui a demandé aux enfants du quartier de la Sagrada Familia à Barcelone. Ouais. Et ils sont venus 12 autobus en 37. Voilà. Donc, et ça, c'est le Bagnoulin qui paye. Je veux dire, c'est la mairie qui paye.
Oui. L'électricité, Oui. les repas, le personnel pour s'en occuper, parce qu'on ne peut pas les laisser tout seuls non plus, ces enfants. Hein. Donc vous voyez que ça pose de problème à personne. Dire les Banyulengs n'ont rien dit en disant mon Dieu, on prend notre argent, ah c'est des immigrés, ah non. Au contraire, ils ont vu, je veux dire, c'est ça le truc. Hein. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, les migrants actuels, ils sont loin. On les voit que par la télé. Hein. Mais les migrants à cette époque-là, vous les avez à la porte. Ces gens, vous les voyez, il suffit de voir les photos de Robert Capa, puisque Robert Capa a suivi hein, comment s'appelle ça, les réfugiés. Mais quand vous voyez l'étape, c'est toute la force de Robert Capa, c'est cet œil qu'il avait. Hein. Quand vous voyez les photos, mais même encore aujourd'hui, quoi. Pourtant, hélas, les gens qui sont sur les photos, bien souvent, ils sont morts. Hein. Mais quand vous voyez toute la détresse de ces femmes, de ces enfants qui arrivent, il y en a certains, je veux dire, de toutes chaussures, ils ont des chandails qui sont attachés aux pieds. Qu'on leur a enroulé aux pieds, c'est tout ce qu'ils ont. Donc devant cette détresse-là, je veux dire, on ne cherche pas midi à 14h, on ouvre, on met les enfants là, et on essaie de leur apporter un cadre qui va quelque part, un havre de paix. Voilà, un endroit où enfin ils peuvent respirer et redevenir des enfants. Parce que bien sûr ils font des conneries là-haut, hein. C'est des gamins. Mais voilà, justement c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'ils soient à nouveau libérés de ces choses et qu'ils puissent redevenir des enfants. Ça c'était important. Mais ça c'est aussi la marque de fabrique de Vincent Azéma. Alors, tout se passe bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'en 1941, eh bien, Vincent Azéma soit destitué. Vous voyez, hein, c'est un arrêté préfectoral. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein. Alors, dès 1939, le gouvernement Daladier, je parle bien là du gouvernement Daladier, hein, on n'est pas encore à Pétain. Donc, dès 1939, le gouvernement Daladier avait déjà modifié la loi sur le fonctionnement des municipalités. C'est-à-dire que tous les conseillers sont radiés. Il ne reste désormais plus que le maire. Hein, on estime que, comment dire, c'est ce qu'à Rome on appelle une dictature. C'est-à-dire que quand Rome, la Rome antique, est attaquée, on n'a pas le temps du Sénat à discuter, tout ça. Non, c'est bon. Là, il faut y aller vite parce qu'on est attaqué. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui prend des décisions, c'est ce qu'on appelle le dictateur. Alors, ça n'a pas la même signification que pour nous aujourd'hui. Hein. C'est juste quelqu'un qui est nommé pendant 6 mois et qui va prendre des décisions pour aider Rome. Et on ne passe plus par le Sénat, par les discussions sans fin. Non. Bon. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on enlève le conseil municipal, il n'y a plus de discussion, il y a un seul homme qui prend des décisions pour le bien de tous. Bon, ça, c'est 1939. Bien sûr, quand arrive Pétain, il ne va pas garder un maire qui est socialiste. C'est pas possible. Donc en fait, il va demander au préfet eh bien, de radier tous les maires. Tous les maires vont disparaître, les maires élus hein, vont disparaître, et à la place, on lui demande de nommer des gens qui sont plutôt pétainistes. Et donc, c'est la liste que vous avez là. Et donc, c'est comme ça qu'en 1941, Vincent Azéma perd son siège, il perd sa mandature. Alors on pourrait se dire, bon, 1941, c'est il a 62 ans, il gère encore l'entreprise qui est la Banyulenka, il vient à peine d'arrêter de gérer la mutuelle de secours, la fraternelle, on va se dire, bon, il va se calmer un peu. Eh bien non, parce que c'est Vincent Azéma. Donc lui en fait, ce qu'il va faire, eh bien, c'est qu'il... Alors, là, je vous ai mis une carte de France et je vais vous l'expliquer. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer en résistance. Voilà. Alors, souvent, on dit la France, elle est coupée en 2 et tout. Non, c'est pas vrai. La France, elle est coupée en 6. Parce qu'il y a une partie qui part à la... Comment ça s'appelle ça? À l'Italie, il y a une partie qui part à l'Allemagne, il y a une partie qui est annexée, il y a une partie qui est interdite. Enfin, bref, il y a 6 parties en France. La France est coupée en 6. Alors, nous, les Allemands, on les voit arriver à la fin de l'année 42. Novembre 42, ils commencent à arriver. Et alors, bien sûr, quelque part, ils vont pousser devant eux tout un tas de gens qui veulent fuir l'oppression allemande. Les Juifs, on a Walter Benjamin qui est passé ici. Hein, et puis des Juifs français aussi, hein, qui étaient venus se réfugier chez nous. Et puis bon, voyant arriver les Allemands, forcément, eux, ils vont vouloir passer en Espagne. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les jeunes Banyulengs. Hein, on a par exemple Marc ici. Lui, bon, il a fait son service militaire dans les chantiers de jeunesse. Et puis quand il est revenu et qu'on lui a dit qu'il faut aller travailler en Allemagne au STO, il a dit merci, au revoir et bonne journée. Et il est parti pour aller rejoindre De Gaulle. C'est ce qu'on appelle les évadés de France. Hein, c'est ceux qui ne veulent pas travailler pour l'Allemagne. Alors,
Ben, que va faire Vincent Azéma? Alors vous vous doutez bien que Vincent Azéma, avec son œil bon, qui n'est pas en forme, il a 62 ans, il ne va pas aller crapahuter la montagne la nuit pour faire passer des gens entre deux patrouilles allemandes. Non, c'est pas ça son but. Lui, il va organiser la résistance. Alors avant d'être démis, ben, quand la gendarmerie lui dit qu'il faut arrêter un tel, bizarrement, la personne n'est jamais présente quand il faut aller l'arrêter. Hein, parce que lui, il fait prévenir. Voilà. C'est lui qui organise les réseaux de passeurs. Voilà, donc où est-ce qu'on cache les gens? Parce que quand les Allemands arrivent, ils s'installent, vous voyez la commandante d'Ours et la Villa Terré. Il y en a qui ont connu les caves de la Villa Terré, pas l'air d'eux. Et les soldats, eux, ils étaient au Miramar, je crois, hein, au Grand Hôtel. Non, au Grand Hôtel. Ouais, Oui. c'est ça. Au Miramar, c'était les... D'accord, en tout cas, voilà. Les hommes sont logés, hein, et donc la commandante d'Ours, c'est-à-dire quelque part la nouvelle mairie, quoi. Et la Gestapo était la maison à côté, il y a les volets rouges. Voilà. Donc, c'était là qu'on se faisait torturer. Donc, il y en a quand même pas mal qui ont connu les caves de la Villa Terré. Par exemple, Japounette. Hein, Japounette a été arrêté. Et il s'en est fallu de peu qu'il parte à Perpignan. Et là, quand on part à Perpignan, là, on n'est vraiment pas sûr de revenir. Hein? Japounette a été envoyé à Perpignan. Oui. Et c'est là qu'il a perdu un œil. Voilà. Parce qu'on a pu prouver. La femme qui l'a dénoncé, sa voisine, s'est trompée de date. C'est toujours plaisant. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Oui. Et le jour qu'ils l'ont dénoncé, il était chez le percepteur à Pont-Vendre. Et il a pu prouver en disant non, prouvé. ce jour-là, j'étais pas là. Voilà. Et le milicien français qui était à la citadelle et qui le jugeait, lui a dit je t'aurai. Et il l'a poussé. Et il est tombé, et avec son talon, il lui a écrasé là. Et il a perdu un œil d'ailleurs. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quelque part, on est soumis là à la loi du plus fort. C'est-à-dire que la loi n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que je suis plus fort que vous, donc j'ai le droit de vous faire disparaître. C'est ça en fait, hein. La Seconde Guerre mondiale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sorti de toutes les lois françaises. Hein. C'est au moment où les Allemands arrivent, où le milicien arrive, ben c'est lui le plus fort, c'est lui qui commande. Et il peut faire ce qu'il veut sans qu'il lui arrive jamais rien. Hein. Alors, vas-y. Donc vous voyez que, alors, que ce soit les évadés ou les résistants, alors forcément les évadés ils sont partis justement pour aller défendre la France. Hein. Et les résistants, ben, il n'y avait pas un lieu où il y avait marqué résistance, hein. Vous vous doutez bien qu'ils se cachaient. Donc ça reste une histoire qui est encore difficile à cerner. C'est pas évident de cerner cette histoire-là parce que c'est une histoire qui est complexe, hein, et qui a été souterraine. Donc en fait, la ville de Bagnoul s'est réécrit son patrimoine au sujet de cette période-là. Alors en bas, vous voyez, ce sont les deux que vous avez en bas, c'est ce qu'on trouve au col de Bagnoul. Donc la première, c'est celle qui est au col de Bagnoul. Ah, donc là, c'est pour les évadés de France. Celle que vous avez à gauche, ben, c'est celle qui a été faite et donc se trouve au mas de l'Adjé. Hein, c'est là où partaient les évadés, c'est le chemin, on va dire. Hein. Et au-dessus, on a donc un hommage pour les passeurs. Ça se trouve au Puitch. Hein. Donc ça, c'est un hommage pour les passeurs bagnoulins, justement. Donc vous voyez, c'est quand même les trois stèles qu'on a gardées pour se souvenir de cette période-là et du travail des Bagnoulins. Ben, ce travail des Bagnoulins, quelque part, c'est Vincent Azéma qui gère. Oui. C'est lui le chef. Et même, pour dire mieux, en 1944, quand les Allemands savent que c'est fini et qu'ils sont partis, hein, bien sûr, il y a des Bagnoulins qui, on les comprend, qui décident de faire justice eux-mêmes. Et donc, ils vont aller chercher un milicien pour le pendre sur la place du village. Mais heureusement, qui c'est qui le sauve? C'est Vincent Azéma. Parce que quelqu'un est venu le chercher vite en lui disant aïe, 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 on va le pendre sur la place. Il aurait pu laisser faire. Il n'était pas du même côté. Hein. Tout est prêt, quoi. Je veux dire, il n'y a plus qu'à lui passer la cravate de chambre hein, à cet homme, à ce brave homme, entre guillemets. Et lui, non. Lui s'interpose. Donc c'est vous dire aussi la force de cet homme. Parce que face à une foule en colère, parce qu'on comprend avec raison que les Bagnoulins étaient en colère. Hein. D'ailleurs, c'est Christian qui me racontait que les Bagnoulins, entre eux, se chantaient une chanson qui était « Maréchal, nous voilà devant toi, s'il ne se bit, s'il ne se passe, s'il ne se trompe ». Ça veut dire sans vin, sans pain, sans patate. En gros, c'est ça, quoi. Plus rien à bouffer.
Voilà, et censuré par Loubestine. Voilà. Et sans rien pour se vêtir. Voilà, parce que, d'ailleurs, je crois que c'était à Fernandel où on lui a dit « Mais monsieur, vous êtes le seul à l'avoir grossi, parce que lui, il allait manger au cercle allemand. » On lui dit « Mais pourquoi vous allez manger au cercle allemand ?» Il disait bah, « Parce que c'était bon. » Hein, voilà, pendant que les autres, ils crevaient la dalle. Quand même, autant l'humour noir peut être intéressant, autant là, c'est quand même plus que si. Donc, cet homme, ce milicien, on va pour le pendre, hein, vraiment, et c'est lui qui arrive et qui arrête tous les autres. Parce que ça ne se fait pas. Parce qu'il y a des lois. Et qu'on n'a pas à faire justice soi-même. Et il a dit, bon, il a dit en catalan, il a dit les enfants, il a été admirable. Il a dit les enfants, il y avait du monde, j'y étais. Il a dit les enfants, vous avez raison, mais il y a une justice. Ce n'est pas vous qui devez vous salir les mains pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Et ça a calmé tout le monde, enfin, ça a crié un peu, mais ça a quand même calmé la foule. C'est ça, c'est-à-dire ne vous mettez pas à son niveau. Mais je me demande comment il a fait, parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le petit kiosque en ciment avec le pylône. Là, il y avait la corde, donc il pendait déjà. Hein. Sur la place. Oui. Ils avaient attaché le monsieur au poteau, et on n'a pas vu arriver, M. Azéma, mais il est monté sur ce pylône. Il n'y avait que ça hein, comme espace entre le type et il s'est mis comme ça. Il a protégé. Oui, il l'a protégé. Il a eu le courage parce qu'il aurait pu aussi couper de tomates. C'est ça, Vincent Azéma. Il n'y a pas eu que des tomates. Oui, j'imagine bien. Mais c'est ça, Vincent Azéma. C'est un homme qui est profondément humain. Alors, vous le voyez, ça ne l'a pas empêché de participer à la guerre. Hein. Ça ne l'a pas empêché d'aller dans les tranchées et de se donner corps et âme. Hein. Mais parce que c'est fait dans un cadre légal. C'est ça qui compte, la légalité. Hein. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et surtout, on travaille pour toujours améliorer les relations entre les gens. C'est en ça que c'est un vrai socialiste. Mais socialiste des années 30. Aujourd'hui, c'est autre chose. Merci. Et donc, vous voyez ici, alors, quand même, je suis fier de dire qu'il y en a un sur cette photo qui est parmi nous. Hein, n'est-ce pas, il y a Marc. Voilà, Jean-Luc, je vais vous montrer. En fait, vous l'avez là. Voilà, vous l'avez là, hein, c'est Marc. Vous avez vu? Quel bel homme, hein? Bravo, monsieur. Et donc, oui, alors Marc a fait partie de la 2e DB du général Leclerc. Alors, en 1943, il est parti. Alors, lui, il s'est caché dans une locomotive et c'est comme ça qu'il est passé de Cerbère à Cordoue. Hein? Alors, arrivé à Cordoue, il a pris le train, il est parti à Barcelone. Et donc, à Barcelone, il est resté un petit moment parce que, bien sûr, le gouvernement de Franco voyait arriver tous ces jeunes Français, ils se disaient, bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Donc, très vite, ils ont eu l'autorisation de partir. Alors, ils pouvaient traverser l'Espagne, quoique, à ce moment-là, Franco aurait très bien pu les mettre en prison. À ce moment-là, Franco aurait pu les mettre en prison. Hein. Mais il choisit de leur donner l'autorisation de traverser pourvu qu'ils partent le plus vite possible et qu'ils ne fassent pas d'agitation dans le pays. Donc, Marc, lui, il a pris le train, il s'est retrouvé au Portugal. Du Portugal, il a embarqué, il s'est retrouvé au Maroc. Donc, il est arrivé à Casablanca et c'est là qu'on lui a dit, il y a la 2e DB. Hein, ce qu'on appelait la Légion L au départ, Leclerc. Hein, c'est sous le commandement du général, alors à ce moment-là il n'est pas général, il est capitaine, Philippe Hautecloque, Leclerc de Hautecloque. Alors, au départ il s'appelle Philippe de Hautecloque et puis ensuite il va s'appeler Leclerc parce que Leclerc c'est son nom de guerre, etc. Et il va être fait maréchal à titre posthume. Alors donc Leclerc, lui, sa division, c'est un gaulliste convaincu. Donc en fait, Marc va partir en Angleterre, il va avoir un petit entraînement en Angleterre et il va faire partie des troupes qui ont débarqué à Utah Beach. Hein, donc il a débarqué avec les Américains. Et donc là, il a participé à la libération de la ville de Paris, à la libération de la ville de Royan, à la libération de la ville de Strasbourg, et il est même allé avec son unité donc, jusqu'au repère d'Hitler qui s'appelait le Berchtesgaden. Et donc il est allé bombarder le Berchtesgaden, donc quand même, pour un Bagnoulin, ça a dû faire plaisir. Hein. Donc merci Marc hein, pour tout ce travail. Donc vous voyez que là, vous avez les évadés. Et au milieu de tous ces jeunes, qui c'est qu'on voit? Vincent Azéma. Parce que, quelque part, lui aussi, ça a été un résistant. Alors, sa manière, bien sûr, hein, c'est plus le jeune homme de 30 ans pendant la guerre 14-18. Mais
tous ces hommes-là l'ont accepté parmi eux parce qu'il a été résistant comme eux. Et vous voyez qu'en 1944, alors bien sûr, 1944, on a changé de gouvernement, au revoir le gouvernement de Pétain, donc cette fois-ci c'est le gouvernement de la Libération, c'est le gouvernement provisoire, et donc ce gouvernement va encore changer la législation sur les municipalités, et donc on va, bien sûr le préfet va enlever les maires qui avaient été nommés en 1941, et à la place, il va réinvestir les maires qui avaient été élus en 1935. Et c'est comme ça que Vincent Azéma retrouve son poste. Il est à nouveau maire de la commune de Bagnols-sur-Mer. Vas-y. Et donc vous voyez que, en remerciement de son travail, alors cette fois-ci pour la résistance et au nom de la République, eh bien il va recevoir le grade d'officier de la Légion d'honneur. Il avait été chevalier en 1936 pour son engagement durant la guerre 14-18, et là maintenant, pour son engagement en 39-45, eh bien il va être fait officier de la Légion d'honneur. Alors, vous voyez, en 1947, Vincent il va se représenter, parce qu'il est hors de question qu'il arrête la politique. Hein. Et donc il va être réélu, donc vous voyez là le nombre de voix qu'il a fait, hein, en 1947, donc il est réélu jusqu'en 1953. Par contre, là, en 1953, il va se représenter, là, ça ne se passera pas bien, puisque ce n'est pas lui qui va être élu, c'est la liste du docteur Parcé. Alors, pourquoi? Je pense que M. Parcé était plus jeune. Oui. Parce que là, déjà, c'est un vieux monsieur. Alors, même si on lui doit beaucoup, même si on l'aime beaucoup à Bagnols, il est un peu dépassé quand même. Puisque là, on est au début des années 50. Je vous parle d'un monsieur qui est né en 1898. 1898, oui, c'est ça. Donc, bon. Si dans les années 30, il représentait la modernité, au milieu des années 50... oui. Et ses enfants lui avaient dit, ne vous représentez pas. Oui, je serai élu, j'y vais. Oui, non mais... Et je m'en rappelle très bien, madame. Quand nous sommes sortis de la mairie, mon grand-père, ma grand-mère, maman et moi, un silence de mort. Oui. Et quand on est descendu les dernières marches. Ouais. Ah non, mais très très bien. Non mais c'était un homme qui était apprécié. Je veux dire, c'est pas parce que les Bagnoulins n'ont pas voté pour lui qu'ils ne l'aimaient pas. Non, il était trop âgé. Il faut pas, voilà, c'est ça, il faut pas, bien souvent c'est ce qui arrive, mais ça c'est normal, quand on a le pouvoir, on a l'impression que tous les gens qui ne sont pas avec vous sont contre vous. C'est pas ça en fait. Bien souvent c'est pas ça. Je veux dire, vous ne votez... Il y a des gens pour qui je vote pas, c'est pas pour autant que je vais aller les agresser, c'est pas pour autant que je suis contre eux. Hein? Bien souvent c'est ça, c'est-à-dire que, mais ça c'est le pouvoir qui veut ça, c'est-à-dire que le pouvoir vous vous enfermez, quelque part le pouvoir enferme. Hein? Donc, au bout d'un moment, vous vous déconnectez de votre base. Hein. Et c'est ensuite, quand vous revenez parmi votre base, que vous vous apercevez que peut-être là, vous avez fait une erreur, peut-être là, ça ne marchait pas comme ça. C'est toujours comme ça. Et c'est pas parce que les gens ne votent pas pour vous qu'ils ne vous aiment pas. Et Vincent Azéma, il a toujours été estimé. C'est pas parce que les gens ont plus voté pour lui en 1953 qu'ils avaient quelque chose à lui reprocher, c'est juste qu'il y avait une nouvelle équipe qui était plus jeune. Oui, plus jeune. Et qui représentait mieux la modernité de ce temps-là, tout simplement. Alors, il n'est quand même pas élu, mais il est conseiller d'opposition. Puisque vous voyez, c'est un de ceux qui fait le plus grand nombre de voix sur sa liste. Ben donc il va continuer à siéger comme conseiller municipal, mais cette fois-ci d'opposition. Et vous voyez, ça va s'arrêter en 1961, au moment de sa mort. Ça veut dire qu'il a été à la mairie de Bagnols-sur-Mer de 1910 jusqu'à sa mort. À part les 5 années de guerre. Hein. Mais il va être à la mairie de Bagnols. Il n'a jamais pu s'arrêter. Parce que, pour lui, comment dire, être au service des autres, c'est un sacerdoce. Alors, sacerdoce, c'est un peu compliqué, qui vient de deux mots grecs, qui est le mot sacer, qui veut dire sacré, et dokein, c'est un verbe qui veut dire donner. Le sacerdoce, c'est donner le sacré. Hein. Ça veut dire que c'est une mission que vous vous fixez. C'est-à-dire que vous avez un idéal à atteindre. L'idéal à atteindre, c'est que les gens vivent mieux entre eux. Et lui, pour faire ça, il a eu la politique et il a eu le monde associatif. Et ça a toujours été ça. C'est-à-dire que Vincent Azéma, quand vous rentriez à la mairie, hein, il y avait le bureau du secrétaire de mairie, il y avait le bureau de Vincent Azéma, vous pouviez le voir tout le temps. Il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous. Vous avez eu besoin, par exemple, après la guerre, il y a encore des restrictions. Marc a besoin de chaussures, on ne veut pas lui donner, il va voir Azéma. Et Azéma, de suite, on te fait le bon. Voilà, Azéma, de suite, Nine, je te fais le bon. Il était chez le secrétaire. Et le secrétaire, je n'avais pas le nom.
n'a pas voulu lui accorder un papier pour des semelles en cuir. On avait trouvé que des semelles en bois en 1946. Et il était allé demander un bon, parce que le cordonnier de la rue Voltaire, je ne me rappelle pas son nom, dont lui a dit, va à la mairie, fais-toi faire, fais-toi faire un bon, et il aura les semelles. Et le secrétaire de mairie lui a refusé. Alors lui, il a élevé un petit peu la voix. Et comme le bureau du maire est en face, il est rentré. Et il lui dit, qu'il y a lui répond en catalan, il ne veut pas me donner des... Je suis de quoi? Tu ne veux pas lui donner? Dis donc, lui a dit. Il les mérite plus que toi qui restais sur le cul de ta chaise pendant toute la guerre. Tel que, hein, voilà, tu vas lui faire de suite. Et je ne pars pas tant que le bon n'est pas fait. Et il lui a fait le bon. Ça, c'est Vincent Nager. Et en cuir. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Oui, allez-y, je vous laisse la place. Bon, je me présente, je suis Jean-Pierre Bayou et je voudrais apporter un témoignage sur Vincent Zema, sur un fait qui concerne ma famille. Ici, personne ne le connaît, ce fait. Il n'y a que moi qui le connaisse, puisque c'est ma mère qui me l'a raconté. Ma mère a habité le mas de Girarols, de l'autre côté, juste le mas qui est avant Espoy. 1936 arrive, et pendant cette sombre période, vous savez qu'il y a toujours des règlements de compte. Et donc, mon grand-père qui était fermier, il avait un troupeau de vaches, il avait un troupeau de moutons, il produisait également des légumes que ma grand-mère allait vendre au marché à Figueras. Et il y avait dans le village d'Espoy aussi, donc notre éleveur qui était jaloux de mon grand-père. Et il a profité de cette sombre période pour le dénoncer. Dénonciation calomnieuse, hein, comme quoi il était antifranquiste, que ses enfants n'allaient pas au défilé, enfin, etc. C'était une époque très très sombre. Et c'est le maire d'Espoy et le curé d'Espoy qui ont dit à mon grand-père, ils lui ont dit, écoute, prends tes enfants, parce que tous les jours ils avaient la Guardia civile qui venait pour les questionner, les emmerder, enfin bon bref. Et ils lui ont dit, prends tes enfants et va-t'en en France. Alors pourquoi en France, et à Bagnols notamment, pourquoi? Parce qu'ils étaient très connus des Bagnoulins. Hein, parce que ses frères, elle avait deux frères, qui venaient faire les vendages, notamment chez Jean R. Donc ils étaient connus des Bagnoulins, elle venait pratiquement une fois par semaine acheter du café, acheter du sucre, enfin des choses qu'ils n'avaient pas de l'autre côté. Donc ils étaient connus des Bagnoulins. Et notamment une famille, la famille Palette, qui habitait le Mascornette, Claire Palette, que j'ai bien connue. Donc quand il passait au Mascornette, évidemment, puisqu'il descendait du col de Bagnols à pied, hein, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de chevaux, rien du tout. Il descendait à pied, donc il leur portait des commissions aussi, ils apportaient des commissions aussi au Guardia Civil, à la Guardia Civile qui était, au Carabinier plutôt, qui était au col de Bagnols. Quand c'était ceux d'Espoy. Mais quand c'était ceux de Rabos, ils étaient obligés de faire tout un détour parce que cela leur piquait toutes les commissions. Bon, enfin bref, je vais faire simple. Donc ils connaissaient la famille Palette. Et la famille Palette, il y a eu un des fils Palette, Ernest Palette, qui était gendarme. Il était gendarme et pendant la retirade, donc mes parents, ma mère qui était là avec son père et son frère, évidemment, quand les Allemands sont arrivés, ils étaient espagnols. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené au camp de concentration à Argelès. Au camp de concentration à Argelès, la chance pour eux a voulu que Ernest Palette était au camp de concentration, donc il surveillait les réfugiés. Et donc comme il les connaissait, bien sûr, il a dit c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces gens-là là-dedans. Donc il est venu trouver Vincent Azema, et il lui a dit, voilà, il y avait Jean R à l'époque aussi, il a dit ces gens-là, on ne peut pas les laisser là-bas, ces gens-là, je les connais bien, on les connaît bien. Et à l'époque, quand il y avait quelqu'un qui pouvait répondre pour vous, on sortait les gens du camp de concentration. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Excusez-moi, c'est pas un camp de concentration, c'est un camp de rétention et de détention administrative. Un camp de concentration, c'est un endroit où il y a des chambres à gaz. Oui, enfin, c'est pas pareil. Non, c'est juste parce qu'il y a des gradations quand même hein, dans les camps. Voilà. C'est un camp de rétention. Au camp d'Argelès. Enfin voilà. Hein. Donc quand il a vu ça, bien il y a été et il les a sortis. C'est comme ça que ma mère est restée à Bagnols. Voilà.
Donc je tenais à apporter ce témoignage pour Vincent Zébé. Merci. Non mais voilà, un homme qui il se pose pas de questions, on lui dit voilà, il y a des gens qu'on connaît, ils sont là-bas, je laisse dans le camp de détention, parce que le camp de détention c'est bien dire, hein, c'est-à-dire en gros c'est la plage. Ils ont collé au ragout. D'ailleurs les anciens qui étaient là-bas vous expliqueront comment creuser un trou, parce qu'on est en plein hiver quand même. Hein. Donc déjà, on vit tous à Bagnous quoi. Si je vous mets au mois de février sur la plage, vous n'allez pas tenir bien longtemps, il fait froid sur la plage. Hein. Alors imaginez si je vous dis qu'en plus il faut y dormir. Donc ils vous apprendront à creuser des trous, à y mettre des roseaux à l'intérieur pour pouvoir dormir au chaud et au sec. Et on en est là. Hein. Alors c'est ça en fait, hein, c'est un camp de détention, mais comme on n'est pas prêt à les recevoir, on les colle là sur la plage. Et vaille que vaille. Ben, cet homme-là, Vincent Azéma, on pourrait dire, bah, après tout, lui il est chez lui, il est maire de Bagnous. Ben non, on vient le chercher, on lui dit, tu sais là-bas il y a une famille, ouais d'accord on y va. Qui c'est qui m'amène? Et on part. Voilà, on ne se pose pas de questions. C'est ça Vincent Azéma. C'est un républicain au service de sa communauté et de son pays et de tous les hommes. C'est ça qui l'intéresse. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vous ai mis, puisque vous avez vu, hein, j'ai parlé de 3 parties, donc c'est vrai qu'en en parlant comme ça, chacune à la fois, ça ne permet pas de visualiser l'étendue du travail de Vincent Azéma. Alors vous voyez que ce qui est en vert, ça va être sa carrière au sein de l'armée, ce qui est en jaune, c'est sa carrière professionnelle, et ce qui est en bleu, c'est sa carrière politique. Donc vous voyez qu'au départ, 1899, 1902, donc ça c'est quand il est au service militaire. 1902, 1926, c'est le moment où il s'installe comme viticulteur. 1910-1914, c'est la première fois où il rentre à la mairie. Donc ensuite, 14-18, c'est le moment où il est à la guerre. Donc 1919-1935, c'est là où il est encore élu conseiller. 1926-1943, ça c'est quand il était à la Bagnolenque. 1927, alors là il a à la fois la médaille militaire et l'ordre national du mérite agricole. 1930-1936, quand il s'occupe de la mutuelle La Fraternelle. Donc 1936, c'est le moment où il est fait chevalier de la Légion d'honneur. En même temps, c'est le moment où il est maire. Donc 1935-1953. 1947, il est fait officier de la Légion d'honneur. Et donc 1953-1961, c'est le moment où il est dans l'opposition. Donc vous voyez la vie de cet homme. Je veux dire, c'est un homme multicarte. Il a, à mon avis, il a un emploi du temps de ministre. Sa femme ne devait pas le voir trop souvent quand même. Donc, et c'est là où on s'aperçoit que c'est juste un badoulin. Vous avez vu, il est né dans une famille modeste. Il a eu, il a reçu une éducation modeste. Et ça ne l'a pas empêché de s'épanouir en tant que maire au contact de ses administrés. Merci beaucoup. Merci à vous.